Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir écouter dans un premier temps Julien Proutot qui va nous présenter les grands axes de la certification européenne des dispositifs médicaux. Julien étant directeur donc, de l'entreprise Neomed Service. Puis nous aurons un retour d'expérience sur la certification DDM et j'espère des échanges riches basés donc sur l'expérience de trois de nos membres que sont Prémédit, représenté donc par Mathilde Munch, responsable qualité et affaires réglementaires, par Franck Pelletier de la société Cousin Biotech, qui est directeur des affaires réglementaires, et par Audrey Duquesnoy-Legal, chargée des affaires réglementaires au sein de la société Newcard. Donc, je vais bien maintenant laisser la place à Julien, qu'il faut que je retrouve. Voilà. Voilà, Julien, tu es maintenant le présentateur. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Très bien. Est-ce que tout le monde voit mon écran? A priori, c'est bon. Oui. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous faire une présentation autour de la réglementation européenne des dispositifs médicaux. Voilà, que j'ai découpé un petit peu, que j'ai découpé suivant ce sommaire-là. Alors, l'idée en 30 minutes, ça va être de vous donner une vision assez générale de la réglementation. Je vais survoler beaucoup de sujets, essayer de vous donner quelques points clés. Mais effectivement, sur ce délai-là, c'est dur d'être exhaustif. Donc, voilà, je vais essayer de survoler un maximum de sujets. Et après, on pourra en rediscuter si vous avez plus de besoins. Donc, je vais commencer par une remise un petit peu dans le contexte et quelques généralités sur la réglementation des dispositifs médicaux. Ensuite, on va parler un peu de classification, des procédures de marquage chez eux, un petit mot sur Edamed et l'UDI, qui sont des choses assez nouvelles. Et puis, un petit peu un sujet, après, je pense qu'il va en intéresser plusieurs, c'est tout ce qui tourne autour des problématiques d'évaluation clinique et d'investigation clinique. Voilà, donc pareil, de manière d'une vision assez générale. Donc, la réglementation des dispositifs médicaux s'oriente autour de deux règlements, de deux nouveaux règlements. Donc, le règlement 2017-745 pour les dispositifs médicaux et le règlement 2017-746 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Sachant que moi, je vais principalement vous parler du 2017-745 sur les dispositifs médicaux, parce que c'est celui que je connais le mieux, parce que je suis beaucoup moins à l'aise sur celui des diagnostics in vitro, sachant que la démarche reste la même et l'approche reste très similaire. Donc, petit rappel, jusqu'à aujourd'hui, les dispositifs médicaux étaient réglementés par la directive 93/42 CE en France, en Europe, et puis à partir du 26 mai 2021, ce sera le règlement 2017-745. Donc ce changement, effectivement, il a de l'importance parce que déjà une directive, qui dit directive, dit qu'il y a que le droit est translaté dans le droit de chaque État membre, alors que le règlement est applicable en l'état. Le règlement apporte beaucoup plus de précision et beaucoup plus d'exigences que ce qu'on pouvait avoir sous la directive. Donc pourquoi ce changement de réglementation? Pourquoi l'Europe a eu cette volonté? Alors en premier lieu, donc il y a eu diverses raisons. Une des raisons, c'est les évolutions technologiques. Effectivement, la directive qui avait été rédigée avant 93 couvrait très mal les nouvelles technologies, en particulier les logiciels, les nanotechnologies. Il y avait tout un tas de nouvelles technologies qui étaient très très mal appréhendées par la directive. Donc il y avait quand même besoin de se mettre un petit peu à jour sur ces sujets-là. Ensuite, un besoin de plus de transparence et de surveillance et de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques scandales dans le monde des dispositifs médicaux. Donc, voilà, il fallait apporter un peu plus de transparence là-dessus. Un manque d'implication de certains opérateurs économiques, donc en particulier tous ceux qui sont après le fabricant, c'est-à-dire les distributeurs, les importateurs, qui étaient très mal impliqués dans la surveillance des produits, et ça a pu aussi faire un peu de tort aux dispositifs médicaux. Un besoin d'harmoniser la réglementation dans toute l'Union européenne.
parce que qui disait de translater le droit dans les différents États membres, il y avait quand même des disparités notables entre les États, et besoin d'encadrer les investigations cliniques dans l'Union européenne de manière homogène. C'est la même chose, hein, chaque État avait son droit en termes d'essais cliniques, et du coup, il y avait des disparités importantes. Donc là, je vous ai remis la définition de dispositif médical, que je vais pas lire, mais l'idée derrière cette slide, c'est vraiment souvent au premier lieu, quand vous avez un sujet, c'est d'abord se demander si c'est bien un dispositif médical, quelle est sa finalité médicale, parce que c'est pas toujours évident. Alors il y a des évidences, hein, quand vous faites développer un implantable. On se pose pas trop de questions. Par contre, des fois, sur les logiciels en particulier, on a des choses un petit peu frontières où on peut se poser la question de est-ce que je suis bien un dispositif médical ou pas. Donc, c'est en général la première question à se poser. Je vous ai remis la définition pour les dispositifs de diagnostic in vitro. Donc, même un petit peu la même remarque, hein, vraiment bien statuer sur le statut de votre produit. Donc, le marquage CE, donc, si vous êtes un dispositif médical, vous allez devoir apposer sur votre produit pour pouvoir le commercialiser sur le territoire européen, le marquage CE. Donc, le marquage CE, le principe général, c'est vraiment de démontrer la conformité de votre dispositif avec les exigences réglementaires. Donc, pour faire ça, donc, la réglementation donne un certain nombre d'exigences qui sont assez générales. Donc, pour y répondre, on s'appuie en général sur des normes ou des spécifications communes qui sont plus techniques et qui permettent de démontrer la conformité à ces exigences. Et on compile tout ça dans une documentation technique qui sont un petit peu les enregistrements qui apportent la preuve de conformité aux exigences. Voilà. Ça, c'est un principe très général. Donc, pour faire ça, on s'appuie en général sur un système de management de la qualité. Et puis, une notion très importante quand on fait de la réglementation de dispositifs médicaux, c'est la gestion des risques, qui est vraiment c'est vraiment une approche par le risque. C'est-à-dire qu'on a vraiment une réflexion autour des risques quand on réglemente les dispositifs médicaux. Donc, les acteurs qui interviennent dans cette démarche réglementaire. Donc, bon, en premier lieu, hein, il y a le fabricant qui est le responsable de la mise sur le marché du produit, qui doit organiser la documentation technique, qui déclare la conformité de son produit, qui assure la matériovigilance et la surveillance de son produit. Ensuite, vous avez l'organisme notifié, qui est un organisme qui délivre le marquage CE, donc qui effectue les contrôles nécessaires auprès des fabricants pour cela, sauf pour les classes 1, mais je reviendrai sur ce sujet-là après. Vous avez l'autorité compétente, donc chaque État membre a son autorité compétente, donc en France, c'est la NSM, qui, elle, peut contrôler et suspendre ou sanctionner n'importe quel fabricant sur son territoire, et qui a un rôle de surveillance du marché et qui contrôle les organismes notifiés. Et un nouvel acteur un peu plus récent, c'est le MDCG, donc le groupe de coordination des dispositifs médicaux au niveau de la Commission européenne, qui lui réglemente, notifie les organismes notifiés, donc c'est la Commission européenne qui les désigne, émet des spécifications communes et des guides, et puis se prend en charge le scrutiny process. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, qui est le fabricant? Donc, des fois, c'est la première question qu'on peut se poser, c'est quel est mon rôle dans cette chaîne, dans la chaîne de distribution d'un dispositif, dans son cycle de vie. Donc, le fabricant, c'est vraiment la personne qui fabrique, remet à neuf un dispositif, ou le fait concevoir, le fait fabriquer ou le fait remettre à neuf. Donc, ce qui sous-entend que le fabricant légal n'est pas forcément celui qui conçoit ou celui qui fabrique. Vous pouvez sous-traiter 100% de votre activité, mais quand même être le fabricant légal parce que responsable de la mise sur le marché du produit. Il y a d'autres cas où on est considéré comme fabricant, c'est-à-dire si on modifie un produit existant qui a déjà le marquage CE, mais si on modifie sa destination, on devient le fabricant de ce produit. Si on modifie un produit, si on met sur le marché sous son nom de marque ou sa marque propre, sachant qu'il y a des exceptions là-dessus, et si on retraite un dispositif qui était à usage unique, qu'on le retraite pour le remettre sur le marché, on devient fabricant de ce produit. Donc, les grandes obligations du fabricant telles qu'elles sont définies dans la réglementation. Donc, le fabricant, il doit s'assurer de la conformité de son produit avec les exigences réglementaires. C'est la base du marquage CE. Établir et tenir à jour la documentation démontrant la conformité du dispositif. Réaliser les évaluations cliniques et le suivi clinique nécessaires. Établir la déclaration UE de conformité et apposer le marquage CE sur son produit. Veiller au maintien de la conformité du produit tout au long de son cycle de vie. Assurer le suivi après commercialisation et la matériovigilance et mettre en place le système de la gestion de la qualité adapté. Donc ça, vraiment, c'est les grandes responsabilités, obligations du fabricant telles qu'elles nous sont définies dans la réglementation.
Donc, un point important aussi sur lequel je voulais vous donner, c'est une nouveauté du nouveau règlement aussi, c'est une notion qui n'existait pas dans la directive. Donc, c'est que les fabricants doivent avoir une personne en charge de veiller au respect de la réglementation. Donc, c'est l'article 15 du règlement. Donc, cette personne, cette PCVRR, comme on l'appelle, elle a des missions précises. Elle doit garantir la vérification de la conformité des produits, établir et tenir à jour la documentation technique, garantir la surveillance après commercialisation des produits, et collaborer avec les autorités réglementaires, donc que ce soit les organismes notifiés ou notifier les incidents auprès d'une autorité compétente, etc. Donc ça, c'est vraiment clairement défini dans la réglementation, cette notion. Donc c'est un peu un responsable affaires réglementaires qui doit avoir un niveau d'expertise tel que défini dans la réglementation. Donc soit un diplôme dans un domaine, en rapport avec l'activité. Donc ça peut être droit de la santé, médecine, pharmacien, ingénierie de la santé, voilà, et 1 an d'expérience professionnelle dans le domaine de la qualité des affaires réglementaires ou 4 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la réglementation ou de la qualité des dispositifs médicaux. Donc ça reste un problème parce que pour des petites structures, c'est pas forcément des profils évidents à recruter. Donc, autre nouveauté de cette nouvelle réglementation, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opérateurs économiques qui sont impactés par cette réglementation. Autant, donc la directive parlait des fabricants, des mandataires. Donc, les mandataires, c'est pour bon, je pense que peu d'entre vous seront concernés, mais c'est quand on est un fabricant hors Union européenne, on a besoin d'avoir un mandataire sur le territoire. Donc, les fabricants et les mandataires étaient déjà concernés par la directive. Par contre, il y a beaucoup d'autres opérateurs économiques maintenant qui sont concernés, qui ont des obligations, dont les importateurs et les distributeurs. Voilà. Donc, c'est à savoir hein, qu'ils ont des. Je rentrerai pas dans le détail ici, mais voilà, c'est des gens qui sont impactés par ce nouveau règlement, qui ont des nouvelles obligations, qui doivent mettre en place des choses. Donc, c'est pareil, ça sera par contre, en tant que fabricant, des choses à contractualiser dans vos contrats avec vos distributeurs. Donc, ensuite, je vais vous présenter un petit peu la classification. Donc, dans la réglementation, donc ça n'a pas changé par rapport à la directive, même s'il y a des nouvelles règles, mais les dispositifs médicaux sont classés en 4 grandes classes, les classes 1, les classes 2A, les classes 2B et les classes 3. Et la classification est en fonction du niveau de risque. Après, à l'intérieur de la classe 1, il y a des sous-catégories, il y a les classes 1, puis il y a les 1S, 1M et 1R qui sont des dispositifs, alors des classes 1 avec une fonction de mesurage ou des classes 1 stériles ou des classes 1 réutilisables qui ont des petites particularités. Donc voilà, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'on classe les produits en fonction de leur risque. Donc pour les classer, il y a des règles, hein, des règles de classification qui sont exposées dans l'annexe 8 du règlement. Et en fonction de ces règles et de l'utilisation du dispositif, ça nous permet de le classer. Donc les règles, on retrouve des règles plutôt pour les dispositifs non invasifs, il y a des règles pour les dispositifs invasifs, pour les dispositifs actifs, et puis après, tout un tas de règles particulières sur des dispositifs ou des technologies très particulières. On retrouve donc il y a des règles sur les nanomatériaux, des règles sur les topiques, il y a des règles sur les dispositifs qui utilisent des rayons X, voilà, etc. Donc en fonction, vous moulinez votre dispositif en fonction de son usage dans ces règles-là, et puis on va pouvoir obtenir sa classification. Donc en général, les critères qui vont impacter la classification, c'est ceux-là. Hein. Donc déjà, si c'est un dispositif invasif ou pas, forcément, ça va avoir un impact. Plus il est invasif, en général, plus il va monter en classe. Le type de contact, s'il rentre en contact avec de la peau saine ou de la peau lésée, s'il avec les muqueuses, si c'est un dispositif implantable, voilà, tous les types de contacts vont aussi avoir un impact sur la réglementation. La durée de contact, hein, plus ça va être une durée de contact long, ou plus ça va être un usage cumulé dans le temps, et plus ça va aussi avoir un impact sur la classification. Le type des matériaux, hein, les matériaux résorbables ou d'origine animale, voire d'origine humaine, vont aussi faire monter en classe le dispositif. Si c'est un actif ou pas, donc actif, hein, c'est qu'il y a besoin d'une source d'énergie pour fonctionner. Donc ça aussi, ça va avoir un impact sur sa classification. S'il transfère de l'énergie avec le corps, s'il diagnostique ou contrôle des processus vitaux, voilà, tous ces éléments-là vont être des critères qui vont faire monter en classe votre dispositif. Donc pourquoi on classe les dispositifs pour un petit peu, la classification va avoir un impact sur la réglementation que votre dispositif va devoir suivre. Donc plus la classe va être élevée et plus l'impact réglementaire globalement va être important. Sachant qu'ils n'ont pas voulu trop changer les classes telles qu'elles étaient faites avant, mais par contre, dans la réglementation et dans les exigences, il va y avoir quand même une disparité entre un 2B non implantable et un 2B implantable. Donc, moi, je considère vraiment qu'on a les classes 1 avec une fonction particulière, les classes 2A et les 2B non implantables, et les classes 2B implantables et les classes 3
voilà, vraiment où il y a une marche encore en termes d'exigence qui est franchie. Donc, alors ça, c'est une vision très résumée des procédures de marquage CE en fonction de la classe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que un classe 1, on va être dans des dispositifs qui vont être auto-certifiés, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'organisme notifié pour vous délivrer le marquage CE. Donc, dans ces cas-là, on constitue une documentation technique qui permet de répondre aux exigences réglementaires. On met en place des procédures qualité pour répondre aux exigences qualité de la réglementation et on peut mettre sur le marché son produit. La documentation technique, vous la conservez si un jour vous êtes contrôlé par une autorité ou si elle vous est demandée. Pour les classes 1S, 1M, 1R, donc les classes 1 avec une spécificité ou des classes 1 stériles ou des classes 1 avec une fonction de mesurage ou des classes 1 réutilisables, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'il faudra quand même faire l'intervention un organisme notifié va devoir intervenir, mais il va avoir une évaluation limitée. C'est-à-dire que l'organisme notifié va se limiter à évaluer la partie stérilisation, la partie fonction de mesurage ou la partie réutilisation de votre dispositif. Ensuite, vous avez les classes supérieures, donc 2A, 2B et 3, où là, il faut constituer une documentation technique et mettre en place un système qualité. Alors, certifié ISO 13485, alors, ce n'est pas une obligation de le certifier ISO 13485, mais étant donné que c'est les organismes notifiés, c'est le référentiel qu'ils utilisent. Donc, bon, globalement, ils vont vous demander une certification ISO 13485. Donc là, on a l'intervention d'un organisme notifié qui va évaluer votre documentation technique et évaluer votre système qualité pour vérifier que celui-ci répond bien aux exigences réglementaires. Et à partir de là, il pourra vous délivrer le marquage CE. Pour les classes 3 implantables et certains 2B, donc les dispositifs de classe 2B actifs qui permettent de délivrer des médicaments, il y a une procédure complémentaire qui peut s'appliquer dans certains cas, qui s'appelle le scrutiny process. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais voilà, sachez que si vous avez un classe 3 ou un 2B implantable, votre organisme notifié peut être amené à demander un avis à la Commission européenne sur la partie clinique de votre dossier auprès d'un groupe d'experts. Donc, pour les dispositifs nécessitant un organisme notifié pour le marquage CE, c'est à vous en tant que fabricant, vous avez le choix de l'organisme notifié que vous voulez choisir. Donc, les organismes notifiés, ce sont des entreprises privées, hein, des laboratoires privés qui vont évaluer votre dossier puis délivrer le marquage CE. Donc, actuellement, on en a 19. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui, mais aujourd'hui, on en a 19 qui sont notifiés pour le nouveau règlement, sachant qu'on en a eu plus de 70 suivant la directive. Donc, actuellement, ça reste un goulot d'étranglement important. Donc en France, on n'en a qu'un, c'est le GMED, mais bon, après, vous êtes libre de choisir celui que vous souhaitez partout en Europe. Sachant qu'ils ne sont pas tous habilités à faire toutes les catégories de produits. En fait, les organismes notifiés, ils sont notifiés pour certains codes produits, certains types de produits. Il y en a certains qui font que de l'actif, il y en a certains qui font de l'implantable, il y en a certains ils font pas d'implantable. Voilà. Donc en fonction du type de dispositif que vous avez, ça peut aussi restreindre cette liste. Un petit mot sur la documentation technique. Donc, le contenu de la documentation technique, il est défini dans l'annexe 2 du règlement de manière assez précise. Hein. Donc, voilà, on retrouve ces 6 grandes parties-là. Hein. Donc, une partie un peu description et spécification. On va un petit peu décrire le dispositif, donner ses spécifications. Un historique, la référence à des générations précédentes ou des produits similaires. Une partie sur les informations fournies. Donc là, on va retrouver dedans cette partie-là la notice, l'étiquetage, carte implant éventuellement si vous êtes concerné. Une partie sur les informations sur la conception et la fabrication, donc avec les étapes de conception, le détail sur le procédé de fabrication, les sites de fabrication, différents sites de fabrication, avec quelles étapes sont faites à quel endroit. Ça, c'est pour que l'organisme notifié puisse vraiment voir tout votre process et éventuellement aller auditer aussi des sous-traitants critiques. Une partie sur les exigences générales en matière de sécurité et de performance. Donc là, c'est un petit peu apporter comment vous avez répondu aux différentes exigences et sur quelle norme vous êtes appuyé pour y répondre. Une partie sur l'analyse des risques et la partie bénéfice-risque. Et puis une partie sur la vérification et l'évaluation du produit. Donc dans cette partie-là, on va retrouver vraiment tout ce qui va être essais précliniques, essais en laboratoire que vous aurez pu effectuer, tout ce qui va être données cliniques aussi et toute la partie évaluation clinique. Et puis la partie aptitude à l'utilisation, ce genre de choses. Et ensuite, une nouveauté du nouveau règlement également, c'est qu'il y a une partie de la documentation aussi qui est réservée au suivi après commercialisation, donc avec des nouveaux documents à générer qui n'existaient pas dans le passé. Donc, un plan SAC, qu'on appelle un plan SAC, donc un plan de suivi après commercialisation. Donc,
dans ce plan, vous allez décrire un petit peu quelles données vous allez collecter et comment vous allez les évaluer. Et puis, il y aura un rapport après qui va être basé sur ces données-là. Alors, ou un rapport de suivi après commercialisation pour les classes 1 ou un PSUR pour les autres. Alors, la différence, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui doit être soumis à l'organisme notifié qui va être enregistré dans EDAMED et l'autre, vous le gardez en cas de contrôle. Donc, un petit mot sur EDAMED et l'UDI. Donc, alors, EDAMED, qu'est-ce que c'est? EDAMED, c'est une base de données européenne des dispositifs médicaux. Donc, elle est en train de commencer à être déployée là en ce moment. Donc, c'est une base de données qui va regrouper des informations sur les opérateurs économiques. Donc, on retrouvera dedans les fabricants, les importateurs, les mandataires, les organismes notifiés. Il y aura tous les produits qui auront le marquage chez eux, tous les certificats seront disponibles sur la base EDAMED. La liste des UDI, je reviendrai dessus sur ce que c'est ensuite. Des informations sur les dispositifs. Les investigations cliniques en cours sur le territoire européen seront aussi notifiées dans la base EDAMED. Et puis tout ce qui concerne la vigilance et la surveillance, ça sera une base un petit peu de tous les incidents qui auront lieu sur le territoire européen sur un dispositif. Un petit peu comme on peut se retrouver aux États-Unis. Hein. La FDA a un petit peu ce type de base. Donc là, en tant que fabricant, vous allez devoir vous inscrire sur cette base pour être référencé dans la base et puis ensuite inscrire chacun de vos produits. Et donc, ces inscriptions vont se faire via aussi un code UDI. Donc, chaque dispositif aura un code unique qui sera attribué par le fabricant, qui sera enregistré dans la base de EDAMED et qui devra être apposé sur chaque dispositif et sur chaque niveau d'emballage. Donc, vous aurez un code UDI pour le dispositif. Si votre dispositif est un emballage individuel, l'emballage individuel aura un code UDI. Si vous le vendez en boîte de 10, la boîte de 10 aura un code UDI. Et si vous vendez les boîtes de 10 dans des cartons de 50, le carton de 50 aura éventuellement un code UDI. Il n'y aura que les conteneurs de transport ou les palettes, tout ce qui est vraiment unité de logistique, qui ne seront pas codifiés avec un code UDI. Donc, le code UDI doit être lisible par l'homme et lisible par la machine, donc ou un code barre ou un data matrix, plus le numéro en toutes lettres en dessous. Alors, je vous conseille plutôt du data matrix parce que ça fait des codes assez conséquents, donc ça fait des codes barres assez volumineux. Donc, les différents opérateurs économiques devront enregistrer ces codes et puis ils vont être utilisés pour la traçabilité et la vigilance. Donc, ces codes seront découpés en deux morceaux. Il y aura une partie liée au dispositif, donc l'UDI partie ID ou partie ID, donc tous les deux. Et puis une partie liée à la production, donc dans laquelle on aura plutôt le numéro de lot ou la date de fabrication qui seront inscrits dedans. Voilà, un petit mot sur les évaluations cliniques. Donc, souvent, le gros morceau de la documentation technique, c'est la partie clinique, parce que c'est souvent la plus complexe et la plus lourde à mettre en œuvre. Donc, première chose importante, ne pas confondre évaluation clinique et investigation clinique. L'évaluation clinique, c'est vraiment un processus qui permet de démontrer la sécurité et la performance clinique de votre dispositif. Une investigation clinique ou une étude clinique, c'est vraiment un essai clinique qui permet de collecter des données dans le cadre d'une étude. Donc voilà, pour répondre à l'évaluation clinique, on est souvent amené à faire des investigations cliniques, mais ce n'est pas forcément une obligation. Et puis l'évaluation clinique, c'est un processus qui perdure au-delà du marquage chez eux. Des investigations cliniques, c'est des choses que vous faites à des instants T, même si vous pouvez être amené à en faire tout au long de la vie du produit. Donc, comment on définit un petit peu la stratégie d'évaluation clinique? Donc, on doit avoir des données qui permettent de démontrer la sécurité et la performance de votre produit. Donc, dans les données qu'on peut exploiter, il y a effectivement si des études cliniques sont réalisées sur votre dispositif, des investigations cliniques, ça c'est un petit peu la meilleure solution, celle qui permet d'avoir les données les plus intéressantes. On peut aussi se baser parfois sur de l'équivalence, c'est-à-dire s'il y a un produit qui est strictement équivalent déjà présent sur le marché et qu'il y a des données disponibles et des publications sur ce produit-là, on peut utiliser ces données-là pour défendre la performance clinique de votre produit. Et puis parfois, ou en complément, on peut s'appuyer sur des données précliniques. Alors, il y a des produits qui s'y prêtent bien, c'est-à-dire qu'on va justifier la performance et la sécurité clinique en s'appuyant sur des données issues d'essais réalisés en laboratoire ou autres hein, d'ailleurs. Mais alors, il y a des produits qui s'y prêtent bien. Les produits qui ont vraiment une finalité très technique, parfois, le préclinique suffit à démontrer la performance du produit et on n'a pas besoin d'aller au-delà et on justifie que finalement, on n'a pas besoin de plus de données cliniques. Après, ça peut être des solutions. La stratégie clinique peut être sur des solutions un peu hybrides. Puis ensuite, il y a le suivi clinique, c'est-à-dire que même une fois que vous avez fait
une première évaluation clinique de votre produit qui vous permet de défendre le marquage CE. C'est un document qui doit être mis à jour de manière régulière. Alors, annuellement pour les produits les plus à risque et puis un peu sur des manières un peu plus tous les 2 ans ou 3 ans sur des produits un peu moins à risque. Et donc, du coup, on va continuer de venir nourrir cette évaluation clinique avec d'autres données, donc les données issues du suivi clinique, donc qui peuvent être via ce qu'on va appeler des études de suivi clinique après commercialisation. Donc, votre produit a le marquage CE, il est commercialisé, mais pour autant, vous allez quand même faire des études dessus pour pouvoir collecter des données sur des durées plus longues ou sur des ou avec pour affiner votre niveau de performance, ce genre de choses. Donc des études de suivi clinique, de la littérature, c'est-à-dire que une fois que votre produit est sur le marché, qu'il a le marquage CE, ben, on peut retrouver des publications sur votre dispositif, même si c'est pas vous qui les avez générées, c'est-à-dire que des praticiens peuvent être amenés à publier sur votre produit. Donc souvent, on a des sources de données comme ça assez intéressantes. Et puis la surveillance va aussi venir nourrir votre évaluation clinique. Donc là, la surveillance, on va retrouver dedans tout ce qui va être réclamation client, matériaux-vigilance, ce genre d'éléments. Donc ensuite, un petit mot quand même sur les investigations cliniques. Donc globalement, comment ça se déroule? Parce que j'ai souvent beaucoup de questions là-dessus. Hein. Donc comment se déroule une étude clinique? Donc les données d'entrée pour faire une étude clinique, c'est l'état de l'art. Hein. Donc on va quand même s'intéresser aux alternatives thérapeutiques, aux produits similaires existants et aux données déjà disponibles. Et puis votre documentation technique. À partir de là, on va pouvoir faire monter la documentation de l'étude clinique, donc dans laquelle on va retrouver le protocole de l'étude, certains documents administratifs, une brochure investigateur, le cahier de recueil de données, les formulaires de consentement, les attestations d'assurance, les CV des investigateurs. Voilà, vraiment, il y a toute une documentation qui doit être construite afin de pouvoir faire une soumission donc, auprès de la NSM et du CPP. Alors, et où, parce que la NSM, pour certains types d'études, on a besoin de soumettre à la NSM, pour d'autres types d'études, non. Et puis, éventuellement, un comité de protection des patients, donc le CPP. Et une fois que vous avez l'autorisation, vous pouvez inclure les patients donc sur une durée d'inclusion qui a été déterminée, et puis faire le suivi et le monitoring afin de collecter les données nécessaires. Donc vraiment, la durée d'inclusion va être vraiment fonction du nombre de patients que vous voulez inclure dans votre étude. Et la durée de suivi et de monitoring va être vraiment dépendante de la performance de votre produit. Alors, il y a des produits où on a des résultats quasiment instantanés, donc la durée de suivi peut être immédiate, il n'y a pas de suivi quasiment. Et puis vous avez des produits qui nécessitent d'avoir 2 ans de suivi, 3 ans de suivi, 5 ans de suivi, des fois. On peut aller jusqu'à voilà, sur des classes 3 implantables, on peut être amené à avoir des durées de suivi nécessaires importantes. Donc, on définit un petit peu les types d'études comme ça. Donc, on va parler d'études pilotes parfois. Donc là, c'est plutôt pour avoir des notions de faisabilité. En général, alors là, sur un nombre de cas très limité, souvent monocentriques. Hein, c'est des études qui sont faites dans un seul centre, sur des durées de suivi assez courtes. Donc là, c'est vraiment pour ce type d'études, on les fait plutôt pour dérisquer un produit. Voilà, et puis on peut ouvrir un peu le champ des possibles. Voilà, typiquement, voilà, prends l'exemple de Carmat, ils ont commencé par faire une étude pilote avec 3 cas d'études avant d'aller un peu plus loin pour déjà voir comment se passait l'intervention, comment ils pouvaient exploiter un petit peu comment ça se passait un petit peu pour dérisquer. Après, on a des études pivots, donc là, on va être sur des nombres de cas beaucoup plus importants, des durées de suivi plus longues avec un objectif très précis. Vraiment, là, l'étude pivot, l'objectif, c'est de répondre à une question principale. Après, quelques questions secondaires, mais vraiment, voilà, on se fixe une question. Et après, vous aurez des études de suivi après commercialisation. Donc là, on peut être sur des durées vraiment beaucoup plus longues. Ça peut être la continuité d'une étude pivot. Et c'est dans ce cadre-là aussi, ça peut être des études pour le remboursement. On peut faire une pierre de coups souvent en cumulant études de suivi et études cliniques pour le remboursement. Sachant qu'en général, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est pas du tout de parler du remboursement, mais les données, les demandes en général de la HAS pour des dossiers de remboursement sont beaucoup plus gourmands en termes de données, en termes de qualité, de quantité de données, comparé au marquage chez eux. Donc c'est difficile de tout faire dans la même étude. Donc en France, on va parler en Europe, on va parler d'investigation clinique sur le dispositif médical. En France, on parle de recherche impliquant la personne humaine. Donc c'est la loi Jardé en France qui régit les études cliniques. Donc voilà, les acteurs qu'on va retrouver, ça va être la NSM, un CPP et puis éventuellement la CNIL pour tout ce qui va être protection des données. Donc les grands types, la loi Jardé, elle définit les types d'études comme ça. Elle parle de RIPH pour recherche impliquant la personne humaine, de type 1, de type 2, de type 3. Donc
les types, donc on va parler d'études interventionnelles ou non interventionnelles. Donc, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes amené à faire une étude pilote ou une étude pré-market, c'est-à-dire avant marquage CE, on va être probablement sur une ERIPH 1, donc qui va nécessiter une autorisation de la NSM et un avis d'un CPP. Par contre, pour tout ce qui va être étude RIPH 2 ou 3, en termes avec seulement un suivi pour des études typiques de suivi après commercialisation, là, souvent, un passage devant le CPP suffit. On n'a pas besoin de soumettre à la NSM, étant donné que ces produits-là ont en général le marquage chez eux. Vous n'avez plus besoin d'autorisation de la NSM pour faire les études. Et pour terminer, un petit mot rapide sur le suivi après commercialisation. Donc ça, c'est aussi une nouveauté assez importante du nouveau règlement. C'est que les activités de surveillance sont devenues très importantes dans la réglementation. Donc, on doit mettre en place des suivis après un plan de surveillance après commercialisation et une surveillance clinique après commercialisation. Donc, ce qu'on va appeler le plan SAC et le plan SCAC, qui vont donner lieu à des rapports de surveillance et des rapports cliniques après commercialisation, qui vont venir nourrir aussi votre évaluation clinique. Voilà. Donc ça, c'est devenu quelque chose d'important. Une fois qu'on a le marquage CE, ce qui se cache à ça, c'est vraiment une fois que vous avez obtenu le marquage CE, la surveillance doit continuer. Vous devez continuer à générer des données, à surveiller votre produit, et voilà, et votre documentation technique, elle est nourrie de manière permanente. Voilà. Si vous avez des questions. Je sais que c'est riche, en peu de temps. Merci beaucoup, Julien. Oui, on va se permettre un petit 5 minutes de questions si vous en avez. N'hésitez pas à activer votre micro. Moi, je veux bien poser une petite question. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, bonjour Julien, merci, c'était extrêmement clair et ça m'a fait beaucoup de bien de lire tout ça condensé dans des jolis slides très clairs. C'est un peu ce que j'essaie de construire depuis plusieurs mois en questionnant plein de gens, donc c'est top. Donc ma question c'est, nous on fait un dispositif médical avec quasiment zéro risque pour l'utilisateur. Enfin, les risques de base, c'est ceux à l'utilisation d'un fauteuil roulant. Donc, en fait, on a déjà des vidéos sur YouTube avec des gens qui testent notre produit. Et on n'a absolument pas déposé de dossier auprès du CPP. On n'a absolument pas demandé à la NSM la permission. Et en gros, la question, c'est, je sais que c'est interdit depuis le début. Je sais que la plupart des fabricants le font un peu de manière informelle parce que, ne serait-ce que pour construire le protocole qu'on va envoyer à la CPP, ça demande un peu de connaissances. Mais est-ce que le fait de laisser ces vidéos sur YouTube, c'est un risque pour moi? Aujourd'hui, personne ne m'a dit qu'il fallait que je les supprime. Ça a l'air de choquer personne. Voilà, merci beaucoup pour tout en tout cas. Non, ça choque pas parce que vous n'êtes pas les seuls à le faire. Alors, le seul problème, c'est des essais un peu sauvages comme ça, entre guillemets, c'est si vous avez un accident, vous n'êtes pas assuré. Donc, demain, tu as un utilisateur qui teste ton dispositif. Bon, en plus, je connais le produit, on a déjà discuté. Donc, si demain, vous avez un accident, en termes d'assurance, vous n'êtes pas couvert, quoi. C'est surtout, pour moi, le gros risque, il est surtout là, hein. Donc, aujourd'hui, ce qui est fait est fait, hein. Il y aura plus de… Le dispositif, vous ne l'avez pas laissé aux gens, vous l'avez fait tester sur la surveillance, sous votre surveillance. Bon. Donc en gros, il n'y a pas de risque qu'un comité, un organisme notifié ou bien la CPP me dise, mais vous vous foutez de ma gueule, il y a vos vidéos sur YouTube depuis 2 ans, donc Non, vous êtes… non. Non, par contre, ce qu'on a Ok, déjà vu, c'est cool. des données obtenues un peu de manière sauvage comme ça ou mal proto. Alors, mais c'est pareil sur les dispositifs de classe 1 moins parce qu'il n'y a pas de contrôle, mais sur nous, on a déjà vu des organismes notifiés challenger la qualité des données parce qu'elles n'avaient pas été obtenues de manière. Alors, ils n'ont pas été sur le volet réglementaire, par contre, ils ont été sur le volet, mais dans leur rôle d'organisme notifié, ils ont dit oui, mais votre évaluation clinique, vous la basez sur des données qui ont été obtenues de manière un peu informelle. Donc, scientifiquement, pour nous, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Et du coup, ils se sont fait rétoquer à cause de ça. Par contre. Ok, donc tant que ça rentre dans le dossier technique, il faut que les données soient obtenues de manière ultra quali avec l'accord du CPP. En tout cas, ça peut être challengé par l'organisme notifié, cette question. Après, les essais sauvages, le seul problème pour moi, c'est plutôt des problématiques d'assurance aujourd'hui. Mais après, légalement, ouais, légalement. Merci Julien, c'est très clair. Superbe. Et merci encore pour ta présentation, c'était vraiment super intéressant. Merci. Joanne? Oui, bonjour, merci Julien pour la présentation. Concernant maintenant l'obligation, l'article 15, d'embaucher une personne en interne pour les affaires réglementaires, est-ce que dans la catégorie, la première, celle
ce serait un ingénieur, par exemple, qui a 1 an d'expérience. Est-ce que cette expérience peut être gagnée au sein de l'entreprise elle-même, ou il faut qu'il ait déjà travaillé dans une autre entreprise en affaires réglementaires avant de rejoindre, par Non, exemple, la nôtre? non, pour moi, il y aura de la tolérance là-dessus en plus. Non, mais si c'est 1 an d'expérience, 1 an d'expérience, peu importe où. Du moment que c'est dans le domaine, ça peut être dans la même société, dans la structure de laquelle il devient ensuite la personne en charge de. D'accord. Donc, par exemple, s'il est accompagné par un cabinet externe qui est spécialiste en certification, ça pourrait devenir la personne de référence. Oui. Sachant qu'il y a une D'accord. exception pour les TPE, hein, d'ailleurs. Il y a une exception, le règlement prévoit quand même que pour les toutes petites structures aussi, ils puissent avoir une personne qui soit extérieure. D'accord. Ça doit Donc, vraiment être une ressource de l'entreprise, mais il y a une exception sur les toutes petites entreprises. ok, Ça ça peut peut être être de l'outsourcing. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un taux horaire, entre guillemets, obligatoire minimum? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut partager son poste sur d'autres fonctions? Alors, ça peut être quelqu'un en temps partagé aussi, sur plusieurs structures. C'est envisageable. C'est juste après une question d'être disponible et joignable. C'est-à-dire qu'en cas d'incident, il faut que la PCVR puisse être disponible et joignable. C'est vraiment le seul problématique. Très bien. Jonathan? Non? Bah, en fait, ma question, c'était un peu bonjour Bonjour. à vous. Ma question était un peu liée par rapport à ça et je pense que la réponse, elle était plus ou moins donnée. Je me demandais seulement, vu qu'on est une micro-entreprise, sous quel type d'organisme on peut s'appuyer pour avoir ces compétences en externe? Des consultants. Alors, vous pouvez faire appel à des consultants ou après, ouais, effectivement, recruter une ressource à plusieurs. C'est-à-dire plusieurs startups qui sont, par exemple, au sein d'Aura Santé, c'est vrai qu'il y a des startups qui ont plus une proximité en termes de locaux physiques et réels. Donc, effectivement, on peut imaginer 2, 3 startups qui embauchent un PCVR commun. Hein. Ça, on peut l'envisager. Ça peut D'accord. aussi être une solution. D'accord, merci. En tout cas, à court terme, après, à long terme, voilà, je souhaite que vos entreprises elles grandissent. Donc, à un moment, vous atteindrez une taille où vous aurez besoin d'avoir votre propre responsable. Mais pour démarrer, ça peut être une solution. D'accord. Surtout que c'est des profils qui vont pas être évidents à trouver. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bah, moi, je veux bien s'il n'y a personne d'autre Vas-y, Lancelot. pour parler. Dans la construction, moi j'ai l'impression que quand je fais un planning, je me rends compte que le truc à faire le plus tôt, c'est de faire la demande auprès du CPP pour avoir le droit en fait de faire ces tests-là et au plus tôt pour pouvoir valider, homologuer le produit. Mais ce qui me bloque pour faire cet envoi, c'est qu'il faut quand même une bonne partie du dossier technique et notamment il faut quand même un protocole de test hyper bien établi. Aujourd'hui, moi je suis allé voir plusieurs centres de rééducation pour essayer de travailler avec des MPR et des ergothérapeutes pour savoir comment, selon eux, je peux faire des mesures et puis comment est-ce que je peux réaliser le test. Mais ils ne sont pas vraiment formés à ça. Comment est-ce que tu me conseilles, Julien, par quoi je dois commencer pour fabriquer ce protocole de test pour pouvoir au plus tôt l'envoyer au CPP et ensuite éventuellement l'améliorer un tout petit peu, mais globalement. Tu parles d'un protocole clinique. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai une investigation clinique, du coup, en vue pour prouver que le produit donne un service attendu par le client. En général, on commence par faire une recherche dans l'état de l'art. C'est voir un petit peu qu'est-ce qui a déjà été fait dans le domaine, s'il y a déjà eu des études qui ont été conduites, s'il y a des publications, voir un peu ce qu'ils ont fait. Parce que souvent, il ne faut pas chercher forcément à tout réinventer. Donc, regarder un peu ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été évalué, comment, sur des dispositifs similaires ou comparables. Ou vraiment commencer par l'état de l'art, ça peut être un bon point. Et puis après, vraiment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez voir. Si vous voulez faire une investigation clinique, c'est pour démontrer quoi? C'est quoi vraiment l'objet de votre performance? Qu'est-ce que vous voulez démontrer de manière chiffrée? Alors, le plus difficile, c'est de chiffrer, c'est-à-dire sur un dispositif comme le vôtre, d'avoir que votre critère principal ce soit de la satisfaction patient, ça me choquerait pas, parce qu'on est sur un dispositif qui est censé apporter du confort. J'irai pas forcément chercher compliqué, hein. Un taux de satisfaction d'usager. Hein. Ok.
Moi, Auquel pour cas, moi, c'est la mesure, largement suffisant. donc la mesure qu'on prend, c'est simplement un questionnaire, quoi. Et on Ouais. donne une Oui, mesure. oui, oui. Après, c'est un questionnaire avec du retour de. En plus, vous pouvez le faire sur des durées très courtes, hein, sur peut-être déjà avec 3 jours d'utilisation. Je pense qu'un utilisateur de fauteuil roulant un petit peu expérimenté, vous lui mettez 3 jours votre dispositif. Je pense qu'il va vous faire un retour assez rapide sur sa satisfaction. Je sais pas, vous partez du principe que si vous avez 60 ou 80% de satisfaction, pour vous, c'est OK. Bah, voilà. Mm. Je dirais pas, c'est un Donc, dispositif, effectivement, ok. comme tu disais, avec des risques faibles. Je n'irais pas chercher forcément compliqué, hein. Ouais. En plus, la vraie question, c'est Génial. est-ce que vous voulez aller jusqu'à l'investigation clinique ou pas, hein. Il n'y a pas forcément la nécessité, hein, sur votre stratégie. On peut faites une bonne aptitude à l'utilisation et c'est suffisant, hein. Et en plus, l'utilisation, vous pouvez le faire sur des patients. Mais la différence, c'est que Ok. l'utilisation, elle va être faite sur une durée très courte, sous une surveillance. Voilà. C'est pareil, c'est un peu, des fois, les évaluations de la petite utilisation, c'est un peu borderline avec du clinique, hein. Mais bon, c'est On a toléré. besoin quand même on a moins besoin, c'est moins indispensable de faire une demande auprès du CPP et de la NSM, c'est ça? Bah, les gens qui font de l'évaluation de la petite utilisation le font rarement, même si des Ok. fois c'est un peu frontière, mais c'est sur des durées d'usage très courts, surveillé. C'est pas, je vous laisse le dispositif, vous l'utilisez pendant 3 jours, vous revenez. C'est, vous l'utilisez en présence de gens, de manière sécurisée, etc. Un peu comme vous avez déjà fait en fait. Mais c'est un Moi, j'ai un peu, peu l'impression que faire les deux en même temps, ça serait assez adapté pour nous. Je sais pas ce que tu en oui. penses, mais tu l'utilises 3 jours, on vérifie que tu as bien réussi à t'en servir au début avant de te laisser partir avec, que tu sais que tu as compris comment ça marchait, que tu te trompes pas et que tu tombes pas. Et puis ensuite, 3 jours après, tu nous dis ce que tu en as pensé. Si le bénéfice-risque te semble, enfin, le bénéfice-avantage te semble bien positif et tout ça. Et c'est tout quoi. Ouais, faut réfléchir à votre questionnaire, mais en général, on préconise d'avoir des questionnaires ou des échelles validées, mais là, on est vraiment sur du confort et sur de l'amélioration de l'usage, donc pour moi, c'est largement suffisant. Merci beaucoup, c'est J'irai pas clair. plus loin. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, bonjour Julien, j'en ai juste une petite. Concernant les normes ISO, c'est quels acteurs qu'on peut aller chercher pour faire certifier ces DM? Est-ce que c'est aussi des organismes notifiés ou c'est d'autres acteurs? De quel ISO vous parlez? Euh, En fait, là, les normes, il y a deux types de normes. Alors, vous avez des normes qui nécessitent pas une certification, c'est-à-dire vous appliquez une norme et en fait, en appliquant cette norme, ça vous permet de répondre aux exigences réglementaires. Après, effectivement, vous avez des normes qui nécessitent une certification particulière. Alors, il y a l'ISO 13485 pour le système qualité. Alors, en général, les organismes notifiés le font. Et après, vous avez aussi des organismes qui font de la certification 13485 qui ne sont pas organismes notifiés. Après, vous avez par exemple des normes, si vous avez un dispositif qui est un dispositif électromédical, il doit répondre il y a une norme, hein, le N62, 60, j'ai un trou, mais il y a une norme, 661, 1. la 6601, merci, voilà. Donc, il y a la Ouais, 6601 sur les électromédicaux, et celle-ci, il y a des laboratoires qui sont accrédités à certifier des produits suivant cette norme, type Emitech, le LNE, SGS doit le faire aussi. Voilà, vous avez des laboratoires qui sont COFRAC pour réaliser les essais suivant le N6601. Et à la fin, ils vont vous émettre un certificat de conformité à l'EN 6601 sur la sécurité électrique. ok, ça marche. Voilà. Et après, il y a tout un tas de normes qu'on applique, mais qui ne nécessitent pas une certification propre à la norme, quoi. Et en Mais votre fonction question était sur du... le 6601, je suppose. Ouais, c'était précisément sur celle-là, exactement la 6601.1.2, qui est celle Oui. qui Compatibilité. avait la compatibilité électromagnétique. Oui. Pour savoir justement quel acteur il fallait aller chercher pour pouvoir se faire certifier sur cette norme. Voilà. Donc là, il faut un laboratoire et il va vous certifier suivant cette norme. Et c'est Ok, après ça vient nourrir aussi, donc, et ça vient nourrir votre dossier technique pour ouais, votre marquage CE. ok, je vous remercie. Merci à tous. Nous allons donc maintenant passer au cas pratico-pratique, en commençant donc par l'expérience de Mathilde Munch au sein de la société Prémit. Mathilde, je te donne les pouvoirs de présentateur.
Bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran? Tout à fait. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis Mathilde Munch et je suis chargée d'affaires réglementaires et qualité à Prémédit. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis à Prémédit et c'est ma première expérience dans le domaine du DM. Donc, les conseils que je vais vous donner, ce seront plutôt des conseils assez généraux, peut-être pour ceux qui sont depuis longtemps dans le monde du DM, mais pour ceux qui commencent, je pense que ça peut être utile. C'est vraiment des guidelines assez générales. Hop, alors. Normalement. Voilà. Du coup, je vais vous présenter vite fait Prémédit dans la startup dans laquelle je travaille. C'est une startup qui est basée à Los et qui est incubée à Eurosanté. Et elle a été créée fin 2016 par la rencontre entre Geoffrey Wanji et Jérôme Galerne. Et donc, c'est Geoffrey et Jérôme qui ont eu l'idée de créer une application mobile à destination des runners, donc c'est Running Care, et qui a pour but d'aider au diagnostic et à la rééducation des blessures liées à la course à pied. Alors, pour le moment, nous sommes certifiés classe 1 selon la directive. Et nous sommes en cours de certification ISO 13485. Donc, nous avons passé les derniers audits et nous attendons juste la réponse de BSI, qui est notre organisme notifié. Donc, quelques conseils généraux avant de commencer un projet dans le DM et que je trouve particulièrement pertinent, c'est de commencer au plus tôt la réflexion réglementaire. En effet, le mieux, c'est de commencer à penser la stratégie réglementaire avec la stratégie commerciale. Parce qu'en effet, la stratégie commerciale, la stratégie réglementaire peut vraiment influencer sur la stratégie commerciale et vice-versa. Et aussi parce que le réglementaire, ça a une part importante dans le budget et c'est un peu un trou sans fond, hein, personnellement. Donc, bien penser à faire le budget et à commencer la réglementaire le plus tôt possible. Ensuite, je vous conseillerais aussi de vous entourer d'un écosystème tel que Rasanté. Ça vous permet d'avoir un réseau pour répondre à vos questions et pour avoir des réponses assez facilement. Et pouvoir discuter aussi avec des entreprises qui ont un produit similaire déjà sur le marché pour voir un petit peu les erreurs qu'ils ont déjà faites et pour éviter de les reproduire. Et en dernier lieu aussi, je vous dirais de ne pas remettre le réglementaire à plus tard pour aller au plus vite. Parce que, bien que je l'ai vu certaines fois, le réglementaire, c'est pas uniquement des papiers, c'est pas uniquement de la documentation, mais ça permet vraiment de structurer votre projet, de structurer votre développement et de faire quelque chose de qualité. Donc, ne faites pas de la réglementation uniquement pour faire des papiers, mais ça permet vraiment de vous aider dans le développement et de structurer votre produit pour qu'il soit le plus sûr possible pour les patients et de bonne qualité. Alors, par rapport au calendrier que je vous proposerai, c'est un calendrier un peu général par rapport aux étapes qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut se mettre sur le marché un dispositif médical. Donc, au tout début, je vous proposerai de faire appel à un chargé d'affaires réglementaires et qualité le plus tôt possible pour ensuite pouvoir poser des revendications qui soient conformes à votre projet commercial et réglementaire. En effet, surtout sur des produits tels que le logiciel, les revendications sont primordiales. En fonction de votre revendication, vous pouvez tomber dans le dispositif ou dans le non-dispositif. Donc, vraiment penser à penser aux revendications en amont.
Par exemple, à Roninger, pour le moment, on est dispositif médical en Europe, mais aux États-Unis, on n'est même pas sûr qu'on est dispositif médical. Donc, on a demandé un 513G pour être sûr de comment on est classifié à la FDA. Ensuite, la deuxième phase, c'est le système de management de la qualité à faire de management de la qualité qui va structurer le développement et vous permettre ensuite d'avoir des documents de qualité pour le dossier technique. L'après-midi, je suis arrivée et le document, le développement était déjà fait. Donc, on a fait un peu du rétro-engineering et c'est pas le plus facile. Ensuite, du coup, il y a la phase clinique. Je ne vais pas m'étendre sur celle-ci, ça dépend vraiment des dispositifs. Et puis, la phase de dossier technique et certification. Donc, en fonction de si vous êtes un classe 1 ou un classe 2B, 2A, etc., il vous faudra faire une auto-certification ou une demande de certification auprès d'un organisme notifié. Et puis, souvent, on fait aussi la certification ISO 13485 en même temps. Ensuite, il y a l'étape de la mise sur le marché, mais c'est absolument pas la dernière étape parce qu'ensuite, après, il y a tout le suivi après commercialisation qui se met en place. Du côté de Premitit, par rapport à Roninker, nous, on a une application mobile et on a un avantage, c'est qu'on peut directement poser des questions aux utilisateurs. Via l'application, on a créé par exemple des pop-up à certains moments pour directement poser des questions aux utilisateurs, poser des questions par rapport à leurs avis sur le produit, s'ils ont des problèmes à ce moment-là, etc. Ça peut être des questions qui peuvent être utilisées dans différents rapports qu'a cité précédemment Julien. Et puis pour finir, je vous donnerai quelques petits conseils vraiment personnels. L'aptitude à l'utilisation et personnellement, pour les logiciels, c'est primordial. Ne surtout pas les emails, l'aptitude à l'utilisation, ça permet vraiment d'avoir un produit de qualité et qui répond à la fois aux attentes des clients, des patients et aussi de structurer votre dispositif. Si vous cherchez des normes abordables, pas très chères, vous pouvez aller sur EVS Standard, donc c'est des normes en anglais qui sont moins chères que ATNOR. Donc ça, c'est un petit conseil pour ceux qui commencent. Par rapport au logiciel et EVS documentation, c'est aussi valable pour tous les dispositifs, mais principalement pour le logiciel parce qu'on a des cycles de maintenance qui sont très courts. Et le but, c'est pas de faire de la documentation H24. Donc, le but, c'est d'avoir un SMQ le plus agile possible. Donc, il y a des techniques qui peuvent vous être données pour avoir un SMQ le plus agile possible. Par exemple, sur ADN, ils peuvent vous donner il y a des webinaires ADN qui vous proposent des solutions pour avoir des SMQ très agiles. Il y a d'autres outils qui peuvent vous aider à l'agilité de votre SMQ. Ça dépend aussi de votre budget. Et ensuite, je dirais que il y a une grande importance de la direction dans un projet de réglementation. Il n'y a pas uniquement le chargé d'affaires réglementaire et qualité, parce que le chargé d'affaires réglementaire et qualité, il donne un petit peu la cadence. Par contre, le directeur, la direction, elle aide vraiment pour que toute l'équipe soit impliquée dans un projet. Et je vous remercie pour ces petites minutes. Et si vous avez des questions, je pense que c'est à la fin. Enfin, je ne sais pas. Oui, je pense qu'on va faire les 3 expériences et ensuite nous allons faire les questions. Merci beaucoup Mathilde. De rien. Merci de votre attention.
Donc maintenant, nous allons passer sur l'expérience de Franck au sein de Cousin Biotech. Je vous donne les droits de présentation. Oui, bonjour à tout le monde. C'est bon, vous voyez bien le Très bien. slide? Donc moi, je vais vous parler un petit peu de l'expérience Cousin Biotech sur donc la certification donc plus particulièrement des dispositifs médicaux implantables, essentiellement du classe 3 et du classe 2B. Moi, je suis directeur affaires réglementaires de la société. Par contre, ça passe pas. Les slides ne passent pas. Il faut cliquer sur votre diaporama, pardon. Ah, bon. Voilà, désolé. Donc là, je vais vous aborder quelques principes généraux sur le marquage CE. On verra ensemble un exemple sur un DMI de classe 3, donc l'intraspine, qui est un dispositif implantable au niveau du rachis. Et ensuite, une petite conclusion. Cousin Biotech, donc c'est une entreprise qui est située au nord de Lille, hein, dans la métropole lilloise, à Vervic. Donc on conçoit, on fabrique et on commercialise des dispositifs médico-implantables dans différents domaines chirurgicaux, donc la chirurgie viscérale, ce qui est un plan de renfort de paroi, la chirurgie du rachis, donc des produits implantables pour le traitement notamment des discopathies dégénératives, les produits qu'on va voir dans l'exemple de l'intraspine, et également une activité dans l'obésité et dans la chirurgie urologique, mais de manière plus ponctuelle. Donc quelques chiffres, donc on est une société d'environ 100 collaborateurs, créée en 1995. 90% des procédés de fabrication sont manuels. On a une forte présence à l'export, et pour la petite histoire, à peu près toutes les 3 minutes, il faut savoir qu'un implant Cousin Biotech est posé dans le monde. Et on a un bel outil de fabrication avec une salle blanche de haute qualité. Donc là, je vous ai mis une petite photo pour illustrer. Donc là, on a la chance d'avoir tous les corps de métier sur un seul site de fabrication. Tout à l'heure, je crois que c'était Julien qui évoquait qu'un fabricant pouvait en effet faire appel à uniquement des sous-traitants et de fabricants légaux et avoir que des bureaux. Chez Cousin, on a la chance en fait d'avoir toutes les étapes de fabrication. Bien sûr, on a quelques étapes sous-traitées, mais on a une grande partie de nos étapes de fabrication qui sont sur site. Donc là, c'est la grande salle d'assemblage, qui est une salle ISO 7, et donc on fabrique en gros de la salle la plus propre, qui est ISO 6. Après notre nettoyage et notre contrôle final, on est en ISO 6. Donc pour la petite histoire, plus le chiffre est bas, plus on va dire la maîtrise de la salle en termes particuliers et microbiologiques est importante. Donc voilà pour la présentation de Cousin Biotech. Donc pour commencer sur les principes généraux, donc ça va reprendre un peu ce qu'a déjà dit Julien, mais rapidement. Donc nous, c'est assez simple, hein, on est dans le DMI, donc la définition du DM, on rentre rapidement dedans. Mais bien sûr, on doit tout de suite classer nos produits. Donc faut savoir que nous, chez Cousin, on a à peu près, quand on était en directive, 80% de nos produits qui étaient en classe 2B et 20% en classe 3. Là, avec le nouveau règlement européen, ça renverse un peu. On est plutôt à 80-85% de classe 3 et quelques produits qui restent en classe 2B. C'est comme on a la chirurgie viscérale et le rachis, bah, c'est deux secteurs en fait qui ont donné lieu à des reclassifications. Et donc tous les implants qui sont, on va dire, les treillis chirurgicaux et les produits en contact avec le rachis passent obligatoirement en classe 3. D'où l'explication. Donc procédure de marquage chez eux, donc c'est les annexes du règlement européen. Le choix ensuite de l'organisme notifié. Donc nous on est avec SGS, donc SGS Belgique. Initialement on était avec Agence Angleterre, mais avec le Brexit on a fait les transferts de certification. Donc c'est le même groupe, c'est le même organisme notifié, mais avec un numéro différent car il est domicilié en Belgique. Et là on n'a plus de soucis par rapport à ce fameux Brexit qui a eu lieu la fin d'année dernière.
Et 2 points essentiels en fait quand on veut, quelle que soit la classe, finalement marquer CE un produit, on doit avoir un SMQ, donc un système de management de la qualité, et un dossier technique. C'est vraiment les 2 piliers. Bon, il y a d'autres choses, mais c'est les 2 piliers pour finalement arriver à une certification d'un produit dans le médical, d'un dispositif médical. Et après, ensuite, le côté suivi clinique ou suivi après commercialisation, EDAMED et les opérateurs économiques. Donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, mais il faut savoir qu'avec le règlement européen, il y a une emphase particulière sur les opérateurs économiques, notamment les mandataires, les distributeurs et les importateurs, où voilà, maintenant ils ont des règles très précises à suivre, donc pour la distribution des produits, notamment pour les distributeurs. Donc là maintenant, je vais vous parler donc de la mise en place du système qualité. Donc nous chez Cousin Biotech, on respecte et on est certifié selon la norme 13485/2016. Donc c'est vrai que d'un point de vue légal, c'est pas obligatoire, mais notamment dans l'implant, tous les organismes notifiés vous demandent d'avoir un SMQ certifié selon cette norme-là. Donc durant les audits sur site, c'est ce référentiel qui est utilisé par l'organisme notifié pour vérifier votre conformité. Donc c'est donc on parlait tout à l'heure de la salle blanche, donc l'environnement de production, tout le système qualité sur la conception, la fabrication, la commercialisation de nos produits. Donc il y a des choses à respecter. Et pour aller un petit peu plus loin, donc comme je l'ai dit, on a une présence importante à l'export et on a des produits qui sont enregistrés. Donc là, on parle du marquage CE, mais il faut savoir que quand on veut vendre un produit aux US, au Brésil, en Australie, au Canada, il y a des réglementations particulières à respecter à la fois sur le dossier d'enregistrement ou dossier technique, mais aussi sur le système qualité. Et donc nous, depuis 2 ans, on a intégré le programme MDSAP. Et donc, c'est des exigences supplémentaires au niveau du système qualité on a un système qualité qui est compliant avec les exigences, par exemple FDL 21 CFR ou le Brésil qui est la RDC 16 pour citer 2 référentiels MDSAP. Donc, c'est pas des choses nouvelles, mais votre organisme notifié en fait vient vous auditer sur l'ISO 13485/2016, mais aussi les référentiels MDSAP. Donc, vous pouvez donc il y a aujourd'hui 6 pays dans le programme MDSAP, mais vous pouvez, si vous commercialisez pas au Brésil et au Canada, par exemple, ne pas suivre ces 2 pays-là. Nous, on a choisi d'utiliser le programme complet parce qu'on a des présences dans ces zones-là et ça permet de fluidifier après les enregistrements de produits et notamment quand vous avez des inspections sur site, quand vous êtes MDSAP, l'autorité du pays peut se baser sur le rapport d'audit de l'organisme notifié. Donc tous les organismes notifiés ne sont pas capables de faire des programmes DSAP. C'est aussi comme pour les produits, ça restreint le nombre d'organismes notifiés qui peut faire ce type d'audit. Mais voilà, c'est important d'avoir un système qualité robuste, notamment dans le domaine du dispositif médical implantable. C'est assez challengé et on a des audits périodiques. Le deuxième point, c'est bien sûr la constitution d'un dossier technique pour démontrer la conformité aux exigences générales de sécurité et de performance pour le règlement européen. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un dossier technique, c'est vraiment indispensable et obligatoire pour toutes les classes. Souvent, on entend dire les classes 1, ils sont en autre certification. Malgré tout, il faut avoir un dossier technique conforme pour pouvoir être mis sur le marché. Nous, on a quelques classes 1, mais c'est des classes 1 qui sont pas autonomes, c'est des kits d'ancillaires qui servent à implanter nos dispositifs médicaux. Donc voilà, c'est quelques dossiers, mais la majorité de nos produits, vous l'aurez compris, ils sont en classe 3. Donc là, je vais vous présenter rapidement, c'est loin d'être exhaustif, mais c'est pour vous donner un petit peu un retour d'expérience sur l'Intraspine. Donc vous voyez le produit qui est un dispositif dynamique, c'est un système de stabilisation dynamique qui est conçu pour traiter les discopathies dégénératives, donc notamment les hernies discales ou sténose foraminale. Donc il est implanté au niveau lombaire de L1 à L5. C'est un DM de classe 2B, donc quand on était on y est toujours, parce que le règlement, comme vous le savez, européen, il a été retardé au 26 mai 2021, sa mise en application, et il va passer en classe 3 en MDR. Donc ce produit, il est marqué CE depuis mars 2007. Un peu comme tous les fabricants, nous, ça fait
à peu près 4 ans qu'on a un plan de transition pour, on va dire, anticiper le règlement européen et mettre à jour notre système qualité, nos dossiers techniques. Et on a renouvelé la majorité, pour pas dire tous nos produits, en certificat avec la directive. Il faut savoir que donc ils sont valables jusqu'au 26 mai 2024, parce que même si le règlement européen entre en vigueur au 26 mai 2021, les produits qui sont déjà sur le marché, si vous les avez renouvelés, il y a une période de transition et vous pouvez les mettre sur le marché européen jusqu'au 26 mai 2024 pour les fabricants, et les distributeurs pourront les distribuer jusqu'au 26 mai 2025. Ça, c'est important de le dire, parce qu'en fait, on parle beaucoup de cette date du 26 mai 2021. C'est vrai que tous les nouveaux produits devront être certifiés MDR. Par contre, pour les produits qui sont déjà sur le marché, il y a une période de transition. Et comme tous les organismes notifiés ne sont pas encore, on va dire, désignés MDR, c'est une période de transition qui est le bienvenue et qui va être d'ailleurs, ça peut paraître court, mais 3 ans pour que tous les fabricants européens passent leur dossier en certification MDR. Il va y avoir un goulot d'étranglement et bon, ça peut provoquer des problématiques, à mon avis, sur certains fabricants. Donc là, on est sur une phase de mise à jour de ce dossier technique pour démontrer une conformité. Donc on est en mode projet. En fait, on a une équipe dédiée qui travaille sur le sujet. On a prévu de déposer le dossier plutôt sur Q3, donc septembre 2021. Et donc voilà, c'est pas uniquement le réglementaire, hein, on en profite pour faire des améliorations, donc qui sont notamment demandées par le règlement. Donc là, j'ai mis quelques petits exemples hein, pour tous les implantables. Maintenant, donc il faut la création d'une carte d'implant. On l'avait déjà sur certains types de produits, mais par exemple pas sur celui-ci. Donc ça, c'est une demande du règlement européen. Il y a aussi un résumé des caractéristiques et des performances cliniques, le SSCP. Donc ça, c'est une nouveauté, qui est une partie qui doit être aussi rédigée dans un langage adapté pour que le patient comprenne. Comme ce produit passe en classe 3, notre dossier il est plus challengé hein, au niveau, il y aura plus de temps d'audit et plus d'expertise de la part de l'organisme notifié. On remet à jour notamment notre dossier de conception, même si c'est un produit qui est déjà conçu et qui est mis sur le marché depuis plus de 14 ans. Voilà, il y a certains tests des fois qui ont été faits en 2006 ou en 2007 qui répondaient pas aux normes actuelles, et donc il faut quelquefois refaire quelques tests pour remettre le dossier à jour, parce qu'il faut savoir que même si c'est un produit qui est déjà certifié, vu qu'on passe avec un règlement européen, l'organisme notifié va le voir comme une certification initiale. Ça va pas être un renouvellement, ça va être une certification initiale, mais d'un produit déjà sur le marché, donc on appelle les legacy devices. Un gros travail aussi qui a été fait par les équipes de Cousin Biotech, c'est vraiment la partie mise à jour de la procédure de surveillance après commercialisation. Donc même si on le faisait déjà avec les produits directives, les exigences là au niveau du règlement, la fameuse annexe 3, mais il y a aussi d'autres articles dans le règlement qui détaillent ces exigences-là. Et donc, on a mis en place des plans SAC, donc SAC PMS, un suivi après commercialisation, et plan SCAC pour le suivi clinique après commercialisation, qui sont des procédures systémiques en fait de collecte de données, des données cliniques, mais pas que, hein, ça peut être aussi des enquêtes auprès de chirurgiens. Bien sûr, il y a toute la partie vigilance, réclamation, incidents ou effets qui ne sont pas remontées qui ne sont pas des incidents. Tout ça pour être en mesure de produire des PSUR, en fait, comme on est dans l'implantable, on va devoir rédiger des rapports périodiques de sécurité tous les ans qui vont être remontés à notre organisme notifié, validés par eux, vérifiés, et à terme, quand le DAMET sera en route et disponible, et qui seront uploadés sur EDAMET. On a aussi un travail important de mise à jour de notre rapport d'évaluation clinique. Et j'insiste là sur la partie évidence clinique, parce que un point important en fait du travail de transition pour passer en MDR, c'est que maintenant il y a des exigences particulières en termes d'évidence clinique, en termes de nombre de patients, type d'études, niveau de preuve. En fait, il y a une guideline MDCG qui est sortie qui permet un petit peu d'appréhender ça. Et donc sur ce produit-là, on avait quand même déjà pas mal d'études en cours, donc le niveau d'évidence clinique était suffisant. Mais malgré tout, il faut, mettre à jour ce rapport d'évaluation clinique, et bien sûr avoir un plan de suivi clinique adapté, parce que comme on est dans l'implantable,
même si on a des études cliniques, on se doit d'avoir un suivi clinique. Donc on a choisi, nous, sur des produits implantables, d'avoir des suivis en type registre ou des fois des études dédiées pour assurer le suivi après mise sur le marché du produit. On est en train aussi de remettre à jour notre système de matériaux-vigilance. Il faut savoir que même si la matériaux-vigilance standard, voilà, il y a des petites mises à jour, mais elles ne changent pas fondamentalement. Il y a ce qu'on appelle la nouveauté des rapports de tendance. Donc, quand on a des remontées qui sont pas forcément des incidents, si on a une augmentation significative de ces remontées, qui sont des incidents mais pas forcément des incidents graves, peuvent donner lieu à une notification auprès des autorités compétentes, qu'on appelle les rapports de tendance. Donc ça, c'est aussi un point important d'amélioration de notre système qualité. Mais bon, pas que pour l'Intraspagne, mais c'est un point important pour passer la certification MDR. Pour conclure, hein, moi j'insiste toujours sur une certification UE, certification CE. C'est vraiment important de mettre en place des actions parce que c'est bien de l'obtenir, mais maintenant il faut vraiment mettre de l'énergie sur tout ce qui est plan de suivi à première commercialisation pour maintenir et démontrer que le produit, une fois qu'il est sur le marché, ben, il assure bien les fonctions et les performances prévues et qu'il a une balance bénéfice-risque favorable. Donc pour ça, ben, bien sûr, il faut avoir un système qualité certifié selon la 13185, un dossier technique conforme, le certificat CE émis par l'organisme notifié. Bon, après, bien sûr, il faut faire la déclaration de mise sur le marché auprès de l'ANSM et un plan SAC et un plan SCAC pertinent qui est, bien sûr, on va pas avoir le même plan de suivi après commercialisation pour un classe 1 que pour un implantable classe 3. Et tout ça pour être prêt. Donc nous, notre planning de transition MDR, vous l'aurez compris, il s'étale jusque 2024. Et donc maintenant, c'est la première année là où on commence à déposer des dossiers. On va déposer des dossiers en certification MDR. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette présentation rapide. Merci Franck. On va passer à la troisième présentation, puis nous reviendrons sur les échanges et les questions. Encore merci. Donc, je donne maintenant la parole à Audrey Duquesnoy-Legal de la société Newcard. Pardon. Vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je travaille en tant que juriste et chargée d'affaires réglementaires chez Newcard depuis presque 2 ans maintenant. Newcard qui est ma première expérience professionnelle. Je vais diviser mon retour d'expérience en plusieurs points. Dans un premier temps, je présenterai Newcard, notre activité et notre dispositif médical. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai notre historique réglementaire en termes de classification de notre dispositif médical. Dans un troisième temps, je vous ferai part de la stratégie de marquage que nous avons choisie au regard de la spécificité de notre dispositif médical. Et enfin, je terminerai cette présentation par les difficultés que nous avons rencontrées sur le chemin de la certification et les difficultés qu'on rencontre toujours actuellement. Alors, Newcard est une entreprise qui est spécialisée dans la télésurveillance de pathologies chroniques. Notre activité est aujourd'hui centrée sur l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. L'entreprise a été créée récemment puisque sa création remonte à 2016 et le lancement de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque remonte quant à lui à 2017 et la télésurveillance pour l'insuffisance rénale a été effectuée en 2019. Alors, notre activité, elle s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle le programme ETAPE. C'est une expérimentation qui est menée par le ministère de la Santé et qui prévoit la prise en charge de la télésurveillance par l'assurance maladie à 100%. Alors, notre dispositif médical, c'est un logiciel de télésurveillance qui est relié d'une part à une application qui est destinée à nos patients et d'autre part aux professionnels de santé qui l'utilisent. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Si je prends l'exemple de la télésurveillance pour l'insuffisance cardiaque, un patient télésurveillé va recevoir à son domicile un kit qui est composé d'une balance, d'un tensiomètre et d'une tablette sur laquelle se trouve notre application de prise et d'envoi de mesures.
Le patient va prendre tous les jours son poids, sa tension artérielle et sa fréquence cardiaque et va envoyer ces données par le biais de sa tablette. Et les professionnels de santé impliqués dans son parcours de soins vont pouvoir avoir accès à ces alertes si jamais ils devaient en générer, si jamais ces mesures dépassaient les seuils qui ont été fixés par l'algorithme. Dans ce cas-là, et c'est le cas plus particulièrement, le cardiologue intervient, prend en charge l'alerte et adapte la prise en charge de son patient en fonction de l'alerte qui a été générée. Alors, l'objectif de notre logiciel, c'est de pouvoir détecter de façon précoce les signes annonçateurs d'une décompensation cardiaque. Et pour la partie insuffisance rénale, l'objectif de notre logiciel, c'est de pouvoir détecter les signes annonçateurs d'un rejet de greffe. J'en viens désormais à mon second point qui concerne notre historique réglementaire. Historique réglementaire qui a été assez mouvementé pour nous, dans la mesure où au tout début de notre activité, l'ANSM considérait que notre solution n'était pas un dispositif médical. Et il l'affichait clairement sur son site internet en donnant un exemple, une solution qui ressemblait fortement à la nôtre. Cependant, quelques temps plus tard, elle est revenue sur sa position en indiquant que notre logiciel de télésurveillance était un dispositif médical de classe 1 au regard de la directive. Donc à l'époque, je n'avais pas encore rejoint Newcard et l'entreprise comptait beaucoup moins de salariés que c'est le cas aujourd'hui. Donc il n'y avait personne en interne qui était chargé des affaires réglementaires parce que nous n'avions pas d'affaires réglementaires. Donc l'entreprise a dû faire appel à des consultants pour l'aider dans sa démarche de certification afin de se conformer au plus vite aux exigences imposées par la directive. Et j'ai rejoint Newcard quand la documentation technique classe 1 a été élaborée. Mais on savait que cette classe était une période transitoire dans la mesure où avec l'entrée en vigueur du règlement, notre logiciel passe en classe 2A, comme c'est le cas de beaucoup de logiciels médicaux. Alors, ce changement de classe a induit des conséquences importantes pour nous et nous avons pu constater qu'il y avait quand même un certain gap entre la classe 1 et la classe 2A et qui n'est pas forcément évident à gérer quand l'entreprise en question est une petite structure et vient d'arriver sur le marché. Donc, ces conséquences se sont traduites à différents niveaux. Premièrement, nous passons en fait d'une démarche d'auto-certification au passage d'un organisme notifié pour obtenir le marquage CE. Alors, c'était quand même un gain de temps et beaucoup de facilité, entre guillemets, de pouvoir apposer soi-même le marquage CE en rédigeant donc une déclaration de conformité et en l'envoyant à l'ANSM, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'un auditeur viendra auditer notre documentation technique pour s'assurer que nous respectons bien les exigences posées par le règlement, qui va représenter un coût financier assez important et aussi un délai beaucoup plus long que pour obtenir le marquage CE, que c'est le cas sous la classe 1. Autre point de difficulté, nous devons donc mettre en place un système de management de la qualité qui fera l'objet donc d'une certification, alors que sous la classe 1, la certification n'était pas obligatoire, ce qui s'est traduit pour nous par le recrutement d'un profil spécifique, parce qu'en interne, nous n'avions personne qui avait la qualification ni les compétences nécessaires pour implémenter un SMQ. Donc pareillement, cette exigence réglementaire a représenté pour nous un nouveau coût financier. Autre point de difficulté, il y a certains éléments de la documentation technique qui nécessitent pour nous le recours à une aide extérieure. Je pense notamment à l'évaluation clinique que nous ne sommes pas en mesure de faire seuls parce que nous n'avons pas les compétences nécessaires, parce que également nous n'avons pas le temps nécessaire pour s'y consacrer pleinement. Donc, on préfère se faire accompagner sur ces parties-là. Et une nouvelle fois, ça représente un nouveau coût pour nous. Mais je dirais le petit point positif dans ce changement de classe, c'est que nous avions mis notre dispositif médical sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement, ce qui fait que nous conservons notre classe 1 jusqu'au 26 mai 2024. Donc, c'est quand même un délai qui est assez important pour nous pour pouvoir nous mettre en conformité d'ici là en classe 2A. Et ce délai supplémentaire nous a également permis de repenser notre stratégie de marquage puisque sous la classe 1, il avait été décidé de marquer CE l'ensemble de notre software. Cependant, notre logiciel est composé de beaucoup de modules qui ne répondent pas à la définition de dispositif médical. Donc, je pense notamment à l'affichage de données de santé sur notre tablette qui est remise à nos patients. Et donc, une question avait été soulevée par notre service IT qui consistait à savoir si on pouvait finalement marquer CE, les modules qui répondaient à la définition de dispositif médical et d'écarter ceux qui n'y répondaient pas.
Et donc, nous avons fait appel à des consultants pour nous aider dans cette prise de décision parce qu'on ne se sentait pas forcément à l'aise de la prendre seul. Et puis, nous nous sommes également basés sur le guide d'octobre 2019 qui a été rédigé par le groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux et qui indique dans ses lignes directrices qu'un fabricant de software peut opérer ce genre de découpage à condition de respecter certaines conditions. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la constitution de notre documentation technique en classe 2A, nous avons adopté une stratégie de marquage dite modulaire. Et donc, cette nouvelle stratégie, elle simplifie le travail de notre service IT qui est directement impacté par les exigences réglementaires au regard de la spécificité de notre dispositif médical. Et dans un sens, elle leur simplifie le travail parce que nous réduisons le scope de ce qui constitue un dispositif médical. Alors, j'en viens désormais à mon dernier point qui concerne les difficultés que nous avons rencontrées et celles que nous rencontrons toujours encore aujourd'hui. Alors, la première d'entre elles, elle concerne le temps à consacrer au réglementaire, puisque nous savons que le réglementaire est un processus assez long puisqu'il naît dès la conception du produit jusqu'à sa mise au rebut. Et étant donné en fait la spécificité de notre dispositif médical, moi j'ai besoin de travailler avec notre service IT, notamment pour remplir certaines exigences qui sont propres au logiciel. Je pense à la norme ISO 62304 que moi je suis pas du tout en mesure donc de faire seule parce que je n'ai pas les compétences et j'ai besoin de leur aide pour remplir ces exigences-là. Mais eux non plus ne sont pas formés à ce genre de problématiques dans le cadre dans le cadre du remplissage de ces documents. Donc il s'agit d'une nouvelle difficulté pour nous, d'autant qu'ils ne peuvent consacrer l'essentiel de leur temps au réglementaire puisqu'il y a également la gestion quotidienne de notre application, de la plateforme, des nouvelles fonctionnalités à implémenter et à gérer. Donc, ils ne peuvent pas être sur ces deux fronts en même temps. Et moi-même, j'ai cette difficulté parce que je suis également juriste et que je dois partager mon temps entre les problématiques juridiques de l'entreprise et les problématiques réglementaires, ce qui fait que nous n'avançons pas rapidement sur l'aspect réglementaire, en tout cas pas comme on le voudrait et comme on le devrait. Autre point de difficulté pour nous, c'est les coûts engendrés par la certification. Puisque nous n'avons pas énormément d'expérience, nous avons besoin de faire appel à des externes pour nous aider sur certains points et leurs services ont un coût important pour nous. Et parallèlement, ce changement de classe a induit des conséquences financières assez importantes, donc notamment le coût du marquage CE, la mise en place du système de management de la qualité qui s'est traduit pour nous par l'embauche d'un nouveau salarié, de l'achat de normes spécifiques, également certains éléments de la documentation technique sur lesquels nous allons nous faire aider parce que nous ne sommes pas en mesure de les faire seuls, ou alors les formations à des normes ou sur des points de la documentation technique. Et dernier point de difficulté, le recrutement de profils spécifiques peut s'avérer être une difficulté. Et nous l'avons vécu pour le recrutement de la personne qui est en charge de la mise en place de notre système de management de la qualité. Parce que nous, étant une petite structure, nous préférons nous tourner vers des personnes qui ont des profils qui sont peu expérimentés parce que nous savons que leurs rémunérations sont beaucoup plus abordables pour nous. Et donc, nous mettons un peu de côté les profils plus expérimentés parce que nous savons qu'ils sont trop coûteux pour nous. Ce qui fait que dans un sens, nous réduisons le scope des candidats qui peuvent intégrer notre équipe. Et donc, ça représente un délai un peu plus long pour pouvoir recruter quelqu'un dans notre équipe. Donc, nous, pour trouver quelqu'un pour nous mettre en place notre système de management de la qualité, on a dû mettre un an et demi avant de trouver vraiment la bonne personne. Ça a été assez compliqué. Alors, on a trouvé récemment et aujourd'hui, on en est très heureux parce que on va pouvoir mettre en place notre système de management de la qualité, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose d'évident, à trouver. Et autre problématique, cette fois-ci plus sur la partie IT, c'est que nous voulons embaucher une personne qui a des appétences dans l'IT, qui serait capable de remplir nos exigences très techniques sur le logiciel et qui les mettrait à profit au réglementaire, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est notre service IT qui s'en charge, mais il ne peut pas faire ça à plein temps. Et donc, c'est un profil assez spécifique à trouver, puisque au dire de nos développeurs, on ne pourrait pas recruter un développeur pour faire du réglementaire. Donc, nous cherchons du coup un nouveau profil pour pouvoir avancer au plus vite sur ce genre de problématique-là, ce qui n'est pas évident à trouver. Donc voilà, je viens de terminer mon retour d'expérience. Donc, je vous remercie pour
votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Merci beaucoup Audrey pour ce retour d'expérience. Donc nous pouvons commencer une petite période de questions-réponses. Donc j'ai déjà Lancelot qui avait une question. Tu veux peut-être la poser directement? C'est encore moi. Non, merci à tous. Merci Audrey, et merci tout le monde, c'était super intéressant. Ma question, elle vaut pour plusieurs personnes, les trois en fait qui viennent de parler. Est-ce que vous recommandez l'utilisation d'un GED, donc un software spécifique à la mise en place du SMQ et à son entretien, notamment pour une toute petite boîte qui a besoin d'agilité comme la nôtre, où on va recruter un junior en réglementaire, mais qui sera accompagné par un consultant. Voilà, recommandez-vous l'utilisation d'un software spécifique? Merci. Mathilde? Oui. Alors du coup, ce que je répondrai, c'est que ça dépend. Ça dépend pourquoi. Pour une petite structure, une JET, ça peut être assez cher. Pour nous, on a après-midi, on a Matrix Requirement. Ça nous coûte autour de 600 € par mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un coût assez conséquent. Mais c'est une structure, c'est une JET qui permet qui est assez malléable et du coup on peut faire un peu ce qu'on veut avec. On peut autant faire des choses assez agiles avec, et ce qui est assez pratique. Mais je dirais aussi qu'il y a d'autres outils qui pourraient aller très bien, qui ne sont pas forcément des GED à part entière pour le SMQ en premier abord, à condition qu'on fasse une évaluation de l'outil logiciel à la suite pour certifier que ces outils puissent répondre à vos besoins. Par exemple, il y a des systèmes qui allient Jira et Confluence pour avoir une JET qui est très agile. Par contre, après, il faut faire une évaluation de l'outil logiciel pour assurer qu'il n'y a pas de problème dans la JET. Sinon, ce qui est à éviter, je dirais, c'est le papier. Bien qu'il y ait beaucoup de petites structures qui veulent commencer avec le papier, personnellement, c'est ce qu'on a évité. Notre produit est totalement software. On travaille toujours par Internet, par ordinateur. Donc, pour nous, c'était impensable d'utiliser du papier. Et par expérience, le papier et les signatures, c'est un peu casse-tête et ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est un peu anti-agile. Ce qu'il faut faire aussi attention, ça dépend des signatures aussi électroniques. Il y a certaines JED qui vous permettent d'avoir des signatures électroniques qui sont conformes, par exemple, à la réglementation américaine, où il y a des exigences particulières. Donc, en fonction des JED et du choix que vous choisissez, enfin, que vous voulez utiliser, il faut faire aussi attention à ce point-là. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, si vous avez d'autres choses à rajouter. Ouais, c'est très intéressant, merci beaucoup. Les autres, vous avez le même point de vue? Moi, Cousin Biotech, je pense qu'il faut faire attention, surtout si on est une petite structure au départ, il faut vraiment que si on choisit une JED, que ce soit une JED, on va dire assez simple, agile, parce qu'en fait, il ne faut pas que l'outil devienne une contrainte. Et je pense dans un premier temps, il faut bien réfléchir plutôt à son système qualité. Et après, la JED, c'est plutôt un outil pour fluidifier. Mais si on commence d'abord par la JED, finalement, on peut vite se faire un peu, piloter par l'outil, alors que ça doit être l'inverse. Nous, faut savoir chez Cousin Biotech, on a longtemps eu une JED interne, mais qui était un développement sous Lotus et sinon la gestion des documents de système qualité était sur la base Office. Là, on est en train de passer à une JED sous Master Control. Donc ça offre plein d'avantages, mais je me dis si on était passé à cette JED-là il y a une quinzaine d'années, je pense que faut faire attention au choix de la sélection de la JED et je pense pas que c'est en première intention la première chose à
à faire. Il faut déjà, je pense, déjà construire son système qualité avant de passer tout de suite à une GED. En tout cas, c'est mon avis. Oui, il y a des manières je reprends ce que vous disiez, il y a des manières de penser le système de management de la qualité qui peuvent aussi améliorer l'agilité sans tout d'abord chercher une GED qui puisse répondre à vos besoins. Merci à tous, c'est clair. Très bien, merci. Y aurait-il d'autres questions? Alors moi, personnellement, j'en aurais deux. D'une part, donc, on a discuté du suivi après commercialisation et du suivi clinique après commercialisation. Je suppose que le plan de SAC et de SCAC, c'est difficile à dire, doit être évalué et validé par l'organisme notifié au moment de la certification. Oui, parce que Ah, vas-y. Non, vas-y, Franck, je t'en prie. Non, parce qu'en fait, enfin, en tout cas dans l'implantable, mais pas que, l'annexe 3 en fait qui décrit un petit peu les plans de suivi clinique après commercialisation et suivi après commercialisation, ça fait partie de la documentation technique. Donc il y a le rapport d'évaluation clinique qui va donner les évidences cliniques et les plannings de suivi clinique après commercialisation et le plan SAC va être vu par l'organisme notifié. Et notamment, on a dit tout à l'heure que la synthèse de tout ça, pour les implants, ce sera les rapports périodiques de sécurité, les PSUR. Et ça, ce sera revu tous les ans par les organismes notifiés. Et c'est eux qui vont le valider, qui vont émettre des commentaires. Et une fois que ce sera validé, ce sera uploadé sur Edamed. D'accord. Et en termes c'est Mathilde qui avait cité donc un pop-up interrogeant le patient. Donc je suppose que c'est aussi des choses qui doivent être validées par la CNIL en amont. Le fait que vous ayez le droit de, entre guillemets, d'importuner le client. Ah, pour la mise en place des études? Oui, dans votre cas, je suppose que donc vous avez un contact direct avec chaque équipe chirurgicale qui vous fait donc le Non, nous, la retour. réglementation, c'est la même, hein, c'est ce qu'a présenté Julien sur notamment si on veut lancer une étude en France, soit si on est sur de l'investigation pré-marquage ou dans une indication différente du marquage CE, on va être sur une RIPH1. Et si on a un registre dans les indications standards et que ce sera un suivi sans rajouter finalement de trop de questions ou trop d'éléments non habituels, on sera sur une RIPH3 où on devra avoir voilà, si c'est de la 1, ce sera ANSM CVP, et si c'est en 3, c'est uniquement CPP, et voilà, ce sera avec CNIL, ce sera quand on met en place une étude clinique, si dans le plan SCAC, il y a une étude clinique post-market type registre ou une étude où on veut démontrer quelque chose, par exemple une étude randomisée avec une méthodologie assez pointue, on devra avoir aussi des autorisations légales pour pouvoir faire ces études. Très bien, merci. Ma deuxième question concerne le point soulevé par Audrey sur le recrutement justement, soit du profil SMQ, soit du profil réglementaire. Donc je comprends tout à fait la stratégie d'un recrutement junior pour réduire les coûts. Quelle est votre stratégie par contre pour, entre guillemets, retenir la compétence récupérée? C'est-à-dire? C'est-à-dire, donc, vous recrutez un profil junior qui, au bout d'1 an, 2 ans, n'est plus junior et pourrait aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, si je puis me permettre l'expression. Ah bah ça, on peut pas trop les en empêcher. C'est le risque. C'est le risque. C'est le risque. Pour le moment, c'est pas encore arrivé parce que le fait de travailler dans une petite entreprise a aussi ses avantages et ces avantages-là peuvent compenser certains inconvénients. Donc, je pense aussi que le fait d'avoir plusieurs casquettes
et d'engranger un maximum de connaissances et de posséder de plus en plus de compétences par rapport à notre petit niveau d'expérience, par rapport à notre âge, fait que on a envie de rester dans une petite entreprise et continuer à apprendre. Après, peut-être que d'ici quelques années, on aura envie de travailler dans une plus grande entreprise. Mmh. Très bien. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, j'avais peut-être une question. Oui. Merci à tous pour vos interventions, c'est vraiment très intéressant. Je reviens un peu sur ce qu'a dit Audrey, je ne sais pas si c'est le lieu ou l'endroit, mais il y a quelque chose qui m'a... sur les logiciels, vous avez parlé de modularité par rapport aux certifications, qu'il y avait des parties qu'on pouvait qui étaient plus ou moins classables à différents niveaux, donc amener plus ou moins de contraintes. Et vous avez également parlé de seuil, je pense que vous faites de la mesure de poids et tout ça pour le monitoring du... Pour l'algorithme. Oui, voilà. Alors, en amont, c'est lorsque vous avez des paramètres détectés, alors que ce soit des marqueurs, je ne sais pas, biologiques, du poids ou ce genre de choses. Est-ce qu'il est possible également d'avoir une modularité sur la certification des résultats que l'on donne? Si on a par exemple un marqueur très important qui va donner des informations de santé importantes par rapport au patient et d'autres un peu moins qui sont complémentaires, est-ce que cette notion de modularité entre en jeu sur les éléments détectés également? Par rapport au scope concernant notre marquage, vous voulez dire? Ouais, oui. Donc en fait, tout notre système d'alerte est marqué CE. Donc quelles que soient les alertes envoyées. Donc nos alertes, elles sont essentiellement centrées sur l'évolution du poids, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque. Alors l'algorithme en tant que tel, je ne connais pas les seuils qui font qu'une alerte est déclenchée, mais c'est donc par rapport à ces processus physiologiques-là. Et notre marquage CE est essentiellement centré sur le moteur d'alerte, sur la notification d'alerte. On a également des mails d'alerte qui sont envoyés à nos professionnels de santé pour les prévenir que tel patient qu'ils suivent a déclenché une alerte médicale. Et donc, tout ce système-là est marqué CE. Mais on avait également des modules dans notre logiciel qui ne répondaient pas strictement à la définition qui est posée dans le règlement. Donc, on a par exemple l'affichage des données sur la tablette qui est remise à nos patients. Donc, quand ils prennent leurs mesures, ils voient donc leur poids ou leur tension artérielle et leur fréquence cardiaque. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas notifié. Et également, ils ont un graphique où ils peuvent suivre l'évolution jour par jour de leur poids, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a exclu parmi pas mal de modules parce qu'on avait quand même beaucoup de modules qui n'étaient pas DM. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que c'est vrai que Oui. Oui, si, en grande partie. Après, je pense que je rentrerai dans le détail avec les gens qui m'accompagnent, mais en grande partie. Et j'avais une dernière question, c'était par rapport aux seuils. C'est des seuils qui ont été définis par rapport à des mesures connues, des études, une littérature de recherche scientifique, ou c'est quelque chose que vous avez dû faire vous-même, prouver vous-même, parce qu'il n'y avait pas de littérature ou autre? Alors, pour la définition des seuils par rapport à l'algorithme, je vous avoue que, comme je vous le disais, je ne les connais pas puisque moi, je suis arrivée dans l'entreprise donc il y a même pas encore 2 ans et donc l'entreprise existait déjà et le dispositif était commercialisé. Donc, l'algorithme avait été déjà créé. Alors, la personne qui a créé l'algorithme, c'est notre président qui est cardiologue et qui fait partie aussi d'un syndicat donc des cardiologues et qui compose notre comité scientifique, qui est composé donc de cardiologues qui ont créé notre algorithme, qui en ont déterminé les seuils. Après, vous dire la façon dont ça a été fait, je pourrais pas vous répondre. Mais je sais que ça a été fait d'un point de vue scientifique, à la fois par notre président et notre conseil scientifique. D'accord, c'est une étude de recherche en amont, en fait. Ouais. Sûrement. Ok. Bah, merci beaucoup. Plus de questions? Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour ce retour d'expérience qui a été très, très enrichissant. Je me permets juste de partager très rapidement les prochains ateliers qui sont organisés par Clubster et en particulier sur l'atelier e-santé comprendre et utiliser Prédis comme atout qui aura lieu le 15 avril 2021 qui, je pense, pourra intéresser certains d'entre vous.
Donc, encore merci à nos 4 intervenants et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.